chez les consommateurs, il y en a qui vont acheter le quoi. Je veux cette bébelle-là, puis j'achète la moins chère. Mhm. Mais il y en a qui vont acheter le pourquoi aussi. Un boulanger puis un brasseur. Le boulanger fait du pain avec les restes de bière. Le brasseur peut faire de la bière avec les restes de pain. Ben, je pense je pense que les gouvernements ont un rôle à jouer aussi là-dedans, Mhm. là. Il faut imposer des normes, des pénalités. Bon, bonjour les pirates, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a un invité spécial, François Cormier. Bonjour François, Salut enchanté. Olivier. Enchanté comme si on s'était pas déjà rencontrés. En fait, toi et moi, on s'est rencontrés, ça fait quoi, 2 semaines à peu près, Exact. à l'événement Résonance collective organisé par le pôle d'économie sociale de Longueuil et notre ami David Miljour qui vient des fois faire ses petites chroniques ici. Et quand j'ai appris, quand tu nous as raconté que tu travaillais dans le fond chez Écologique, qui est un organisme dont la mission c'est de proposer des solutions qui visent à réduire les déchets, Mhm. j'ai dit ah, de l'économie circulaire. Ça Mhm. fait longtemps qu'on veut en parler. On parle d'habitude Exact. d'économie sociale, mais l'économie circulaire, je me disais, ça fait à peu près un an que je me dis, il faudrait bien que je trouve quelqu'un qui pourrait m'en parler. Et j'ai sauté sur l'occasion. Merci Ouais. d'avoir accepté l'invitation. Donc, vous nous avez souvent entendu dire, les fans, là, moi et Maurice, moi et Pierre, qu'un modèle d'affaires d'entreprise ne devrait pas être l'extraction de valeur de tout et chacun, spécialement en détruisant la planète. Ben, l'économie circulaire a compris ça. Euh, Exact. Avant qu'on continue plus loin, François, est-ce que tu peux nous faire une description, là? C'est quoi pour toi l'économie circulaire? Il y en a peut-être qui ont déjà entendu parler, mais qui sont pas trop certains. Ben, Je te en laisse la fait, parole. c'est vrai que c'est pas si simple de trouver une définition qui englobe l'ensemble de ce que c'est, Hmm, mais à la base, c'est une façon de réfléchir différente. OK. Parce qu'habituellement, l'économie est basée, c'est linéaire. Tu sais, on, on crée un produit, on le met en marché, on le vend, à sa fin de vie, on s'en débarrasse, c'est terminé. Ça, c'est Des l'économie fois, on linéaire. envoie ça à l'éco-centre puis on se sent pas mal. Des fois, c'est ça. Tu sais, ça rentre dans Ouais, l'emballage rentre dans le cycle de recyclage. voilà. On a des façons de se déculpabiliser, mais il Hmm. reste que si à la base, on n'a pas réfléchi à la fin de vie du produit, c'est ça dans le fond, En amont. en amont. C'est ça dans le fond, la circularité. C'est que tu commences d'abord dès la conception du produit, dès l'extraction des ressources. Qu'est-ce qu'on en fait? Où est-ce que ça va aller? À quoi ça va servir? Puis comment ça pourrait être réemployé, idéalement, ou recyclé et Mhm. remis dans la chaîne de valeur. Fait que c'est vraiment une réflexion qui se fait sur l'ensemble du processus, du début à la fin, mais avec l'idée, autant que possible, qu'il n'y ait pas trop de déchets qui soient produits, pas trop de gaz à effet de serre non plus, pas trop. Donc, on réfléchit à tout l'ensemble, la distribution, ben, la fabrication, distribution, mise en marché, le consommateur là-dedans, comment il va être informé aussi de ce qu'il peut faire de son produit une fois qu'il n'en a plus besoin. Hmm. Puis là, mais on ratisse tellement large parce qu'on parle de l'alimentaire, des biens, de tous les biens de consommation plus ou moins durables. En tout cas, c'est très. C'est ça, mais dans l'ensemble, c'est sûr que c'est une façon de réfléchir différente. Voilà. Mm. Je me souviens, dans les années Ouais. 90, ça commençait, Mm. l'environnementalisme, on entendait le recycler, Mm. réutiliser, les 3 R, je me souviens même pas c'est quoi le troisième, pour te donner une idée. Donc ça, c'était justement un réflexe dans la vie plutôt linéaire des produits qu'on consomme. Et à la fin, on essayait de Mm. développer un réflexe de réutilisation, de recyclage, Exact. de réparation. Dans le fond, le premier R, c'est la réduction à la source. Réduction à la source, c'est C'est ça. ça, c'est d'avoir. Là, ça fait. Toutes les R qui sont là sont pensées au début de la C'est chaîne, dans ça. le fond. Ben, ça OK. fait une grande différence parce qu'à ce moment-là, nécessairement dans la conception du produit, tu vas réfléchir à l'emballage, les méthodes de distribution, qu'est-ce qui compose le produit, dans quelle mesure tout ça est recyclable et réutilisable. Les déchets que je produis en le fabriquant, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à en faire aussi, tu sais, Mhm. parce que, puis là, on pourrait prendre des exemples plus concrets peut-être avec l'alimentaire. Bon, ben, par exemple, une microbrasserie qui a des déchets de la drèche qui est issue donc du brassage. Cette drèche-là peut servir
dans l'alimentation humaine. On peut faire du pain avec, avec de la Absolument. drèche. On peut faire de la moulée pour les animaux. On peut faire plein de Mhm. choses. Fait que, il faut juste penser à partir du moment où je sais que je vais produire un déchet, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire pour que ce soit réintroduit dans la chaîne. Et j'imagine que quand on pense à ça, c'est quelque chose qui peut être une source de revenus, même pour ces entreprises-là. Absolument, oui. Il peut y avoir des intérêts économiques liés à ça Mhm. aussi. Puis même au niveau marketing, aujourd'hui, de plus en plus, il y a des grandes entreprises qui font leur publicité là-dessus. C'est nous, on Mhm. travaille en éco-conception, on travaille à réduire nos déchets, on travaille à toute la chaîne de valeur de Parfait. ce qu'on met en marché. Dans le fond, ça, c'est la Donc, base. en fonction de ce qu'on vient de discuter, j'imagine que l'obsolescence programmée ne peut pas faire partie Ben, de l'économie c'est ça, circulaire. tu sais, puis de plus en plus, il commence à y avoir des lois en Europe qui sont Ouais. ils sont en avance sur nous par rapport à ça, tu sais, ils vont essayer d'établir des lois pour justement obliger à ce que les produits électroniques, par exemple, mis en marché soient réparables, qu'on Mhm. puisse, tu sais, puis qu'il y ait une durée de vie décente par rapport aux ressources qui sont mobilisées pour le produire, tu sais, c'est ça. Très bien. Alors, François, aujourd'hui, au menu, on va parler un petit peu d'écologique, Oui, l'organisme dont tu es le dirigeant, le directeur général, c'est ça? exact. Ensuite, on va parler un petit peu plus d'économie circulaire. J'ai quelques questions pour toi, puis je veux aussi comprendre un petit peu toi, dans le fond, Qu'est-ce que ton je fais là? engagement là-dedans, dans tout ça, pourquoi ça te branche. Parfait. Mais avant tout ça, on prend quelques secondes. Vous avez remporté un appel d'offres, mais pas la ressource pour le livrer? Ou votre infrastructure ne suit plus, obsolète, peu fiable, sans plan de relève clair? On connaît ce terrain et on est là pour le stabiliser. Chez Solutions informatiques Baillargeon, on conçoit, déploie et exploite des systèmes d'information depuis plus de 24 ans. Windows, Linux, FreeBSD, VMware, Ceph, VPN, pare-feu. On assemble l'infrastructure qu'il vous faut avec le bon outil, toujours. On vous aide à livrer vos mandats, à fiabiliser vos environnements, à contenir vos coûts. Et surtout, on vulgarise. Vous avez un partenaire, pas une boîte noire. 100% québécois, passionné par le logiciel libre et l'efficacité, on déploie ce qu'il faut, où il faut, pour que vous puissiez avancer. Besoin d'un coup de main? On est là pour livrer avec vous. Bon. Hum. Alors, François, tu me disais que tu étais l'actuel directeur général d'Écologique. Tu n'es pas le Exact. fondateur. Non, non, non. Écologique, pour ceux qui... Bon, vous êtes tous en audio en ce moment au minimum. C'est ECHO. Exact. Je serais curieux pour voir pourquoi éco avec un H. L'idée, ben, je pense qu'à la base, c'était justement l'idée que l'écho, ben, c'est qu'il y a Ça il y a revient. un rebond. Mhm. On OK. est en, plutôt que de, parce qu'à l'époque, quand ça a été fondé en 2001, donc ça fera bientôt 25 ans, Mhm. c'était un projet étudiant au Cégep du Vieux-Montréal. Ouais, Il j'ai y vu avait ça. beaucoup d'ambition, il y avait l'idéal de travailler justement à promouvoir les valeurs environnementales et mettre sur pied des programmes. Ça s'appelait à l'époque le consortium écologique. OK. Consortium, pour moi, c'est une association de plusieurs organisations. Mhm. Fait que quand j'ai pris la direction générale, j'ai discuté avec mon CA pour qu'on élimine le Est-ce mot qu'on est vraiment un consortium. consortium, Est-ce qu'on finalement? n'en est Ouais, c'est pas un, ça. premièrement? Je comprends. Fait que c'est ça. Fait on s'est lancé. Donc, au départ, les premières actions vraiment concrètes, ça a été d'offrir un service de récupération sur les événements extérieurs. OK. Ça, Qui c'était se le faisait problème. pas. Vous essayez le problème que vous visiez à enrayer. C'était comment on peut faire pour que les événements aient un impact moins prononcé sur C'est l'environnement, ça. quoi. Il n'y avait pas de collecte sélective sur les événements extérieurs à Montréal. Donc là, Mhm. il y a l'organisme en question, ben, ils ont décidé, on va se lancer là-dedans. OK. Et on va faire le premier programme donc, de récupération sur les sites d'événements. Puis par la suite, ben, c'est resté longtemps l'une des activités principales. On en fait encore. On a encore une équipe environnement, événements, je veux dire. Ouais, OK. Mais mais c'est devenu une petite partie de nos activités, disons. Mais justement, la mission de l'organisme, depuis 2001, tu disais à peu près, Ouais, ouais. ouais. Comment elle a évolué dans 25 ans? On est vraiment, notre pratique aussi, on est vraiment dans la réduction des déchets, trouver des façons de valoriser des matières. Par exemple, là, on avait développé pour le compte de Recyc Québec un programme pour la Mhm. récupération des pneus et chambres à air de vélo. Ouais. Alors, on faisait le tour des vendeurs partout à travers le Québec pour récupérer les pneus usagés, les chambres à air. À la fin, on en récupérait jusqu'à 270 000 unités par année, fait que c'est quand même pas mal.
Puis c'est des affaires qui jettent beaucoup, ça. Oui, Étant cycliste moi-même, là, je suis comme... C'est ça. Je viens de me remettre en question un petit peu. Ça, c'est ceux qui étaient ramenés chez les détaillants, parce qu'il y en a beaucoup qu'on ne pouvait pas récupérer. Bien sûr, ça doit se ramasser dans les poubelles des particuliers. Qu'on incitait aussi les vendeurs à inciter leurs clients à ramener les chambres à air usagées, même s'ils n'étaient pas réparés sur place. Fait que... Très bien. Donc, c'est un programme qui a bien fonctionné, qui fonctionne encore, mais sauf qu'on a perdu le dernier appel d'offres, malheureusement. Il ne va pas tout égayer. Privé. On a développé quelque chose qui est devenu rentable, fait qu'on l'a perdu. Bon. Ça, c'est commun, c'est souvent le cas, là, mais bon. On est un organisme à but non lucratif. Notre but, c'est d'abord de contribuer, d'apporter des solutions. Puis quand on crée de quoi qui fonctionne, ben, tant mieux. Puis c'est plus pas nous qui en profite à la fin, ben, à quelque part, l'objectif pour vous, c'est pas de faire des millions, c'est de réduire l'impact écologique. Absolument. Donc, si quelqu'un au privé s'inspire de ce que vous faites, c'est une forme de victoire. C'est juste que vous devez être plus... innover ailleurs à ce moment-là, j'imagine. Hein? On est condamné à innover. Fait que ça, c'est quand même pas mauvais. C'est quand même pas méchant. OK. Au niveau d'écologique, y a-t-il un impact concret dont vous rêvez d'avoir là, sur la société, mais que vous n'avez pas encore réussi à atteindre? Où est-ce que vous êtes par rapport à un objectif, peut-être pas ultime, mais un objectif que vous êtes donné qui est sérieux, qui est important, qui vous fait... fait un peu rêver, dans le fond. Mais dans le fond, ce qui est bien, c'est que maintenant, on a un peu plus les moyens de rêver, parce qu'après 25 ans, on a traversé des hauts et des bas. Là. Moi, quand je suis revenu en 2016 à Écologique, j'étais le 6e employé. Okay. Aujourd'hui, on en a plus de 60. Donc, tenfold, quand même. Il y a quand même eu une progression importante. Ce qui fait qu'on est en meilleure position, en meilleure situation financière aussi. Puis mon but, c'est de trouver justement les avenues pour redonner à la communauté en développant des projets, même en soutenant d'autres organisations, même de façon pro bono. Notre but, c'est vraiment comment on peut avoir un impact. Maintenant, on est vraiment focusé là-dessus. C'est notre principale préoccupation en ce moment, de trouver qu'est-ce qui va être efficace, qu'est-ce qui va avoir un impact. Donc, aller peut-être là, justement, où il n'y a pas de programme déjà établi, bien structuré, mais des produits qui devraient être recyclés, qui sont envoyés à l'enfouissement. Essayer d'avoir un impact de cette façon-là, en récupérant tout ça. J'ai une question intéressante et non scriptée, qui est, tu parles de rêve. Il y en a pour qui ce que vous faites, ça fait partie de leur principe de vie ou ça rentre, c'est un match avec leurs valeurs. Absolument. Combien de gens vont vous voir, pas parce qu'ils ont besoin de travail, mais parce qu'ils savent qu'ils peuvent faire une différence? Bien, dans nos employés, je te dirais qu'il y a quand même une partie qui sont des définisseurs en environnement, qui ont déjà... Qui ont étudié là-dedans. Qui ont étudié en environnement, qui ont déjà un intérêt, qui cherchent justement à prendre de l'expérience puis à trouver un organisme qui va correspondre à leurs valeurs. Et des gens aussi à d'autres niveaux de l'organisation qui ont cette préoccupation-là, d'être dans un environnement aussi où est-ce qu'ils se sentent... ils ont l'impression de faire une différence, de faire quelque chose d'important, puis en lien avec leurs valeurs personnelles. Fait que c'est sûr que pour nous, ça c'est très important. Ça vaut de l'or. On a d'autres employés pour qui, on a beaucoup de chauffeurs de camions, on a une flotte de camions, des chauffeurs, des manutentionnaires. On s'attend pas à ce que tout le monde soit porté par la mission de l'organisation lorsqu'ils arrivent chez nous. Mais on essaye quand même de... oui, ça aide certainement quand c'est le cas. Puis on espère aussi tranquillement les amener à adhérer aux valeurs de l'organisation. Bien sûr. OK, bien, très intéressant. J'aimerais ça qu'on parle un petit peu plus du concept plus large d'économie circulaire maintenant. Il y a probablement un paquet de mythes, de mélanges. On en a parlé même un petit peu. Tu m'avais donné un exemple du monde qui vous avait contacté. Il n'avait pas du tout compris ce que vous faisiez. C'est quoi les mythes ou les choses qu'on comprend mal de l'économie circulaire? Ben, comme je disais, c'est qu'il faut réfléchir autrement. En fait, si les gens ils pensent qu'on peut juste se dédouaner en disant OK, là, j'ai payé mes éco-frais, puis tout ça, puis c'est pas grave, je me sens plus c'est ça. Puis on s'arrange. Je me sens mieux. C'est fait, tu sais. C'est une façon de réfléchir, puis je pense que à toutes les étapes, on peut intervenir positivement. Déjà, évidemment, au niveau de l'extraction des ressources, de la conception des produits, de la distribution,
limiter les gaz à effet de serre autant que possible, et après ça, ben, qu'est-ce que je produis? Est-ce que mon but, c'est de produire le plus possible en extrayant le maximum de ressources pour faire le plus de profit? Ou bien est-ce que c'est de répondre à un besoin, puis d'intervenir positivement? Tu sais, c'est une façon de réfléchir qui fait que tu vas pas développer de la même façon. Exact. Puis après coup, mais le consommateur a son rôle à jouer, lui aussi, parce que nécessairement, les choix qu'on fait, ils ont un impact. Ah, c'est certain. Et puis, on le sait, il y a beaucoup, chez les consommateurs, il y en a qui vont acheter le quoi. Je veux cette bébelle-là, puis j'achète la moins chère. Mais il y en a qui vont acheter le pourquoi aussi. C'est pour ça qu'il y en a qui vont chez Mountain Equipment Co-op, parce qu'il y a une histoire derrière qui touche à leur valeur. Puis c'est sûr que ça va aller chercher ou fidéliser une bonne part de consommateurs à ce moment-là, ou dans votre cas, des partenaires d'affaires ou des clients, des entreprises qui commencent à croire ces choses-là, qui sont peut-être issus de la génération, qui se font taper sur la tête avec l'environnement, comme moi, depuis le début. Est-ce que c'est facile de mesurer l'impact positif ou la réduction d'impact des initiatives en économie circulaire? Comment est-ce qu'on mesure ça? À part le fait que, tu sais, bon, on sait que on a probablement, par exemple, je sais pas moi, coupé moins d'arbres pour faire le même produit, des choses comme ça. Mais j'imagine que c'est pas si facile à faire. Non, mais il y a toutes sortes de façons dans les choix de matériaux, justement dans le côté renouvelable, le côté... si on est capable de faire un produit équivalent en utilisant moins de ressources avec des produits, des systèmes d'emballage ou de distribution qui sont plus efficaces, qui produisent moins de déchets, tout ça, bien évidemment, on contribue de façon positive. Fait que si à chaque étape, on réfléchit à ça, comment ça va être fait, comment ça va être distribué, ça s'adresse à qui, est-ce que mon produit est durable, est-ce qu'il est réparable, est-ce qu'il peut resservir à quelqu'un d'autre après, en fin de vie, ou pas. Puis s'il est vraiment en fin de vie, mais qu'est-ce qu'il en reste? Est-ce qu'on est capable de faire encore d'autres produits avec? Puis on le voit qu'il y a certains domaines où ça se fait plus spontanément, la circularité, parce que par exemple, on va donner un exemple de un boulanger puis un brasseur. Le boulanger fait du pain avec les restes de bière. Le brasseur peut faire de la bière avec les restes de pain. Ah oui, puis il y en a un qui fait des... après ça, l'autre à côté va faire la soupe à l'oignon avec des croûtons puis à la bière. C'est ça. Puis ça, c'est intéressant parce que je connais déjà des entreprises, par exemple, qui vont faire rentrer l'argent dans leur réseau puis faire en sorte que l'argent reste là. Par exemple, justement, un brasseur qui va s'assurer que toute la viande gagette est achetée dans les locaux autour, etc. Mais il y a moyen d'inclure donc aussi l'économie circulaire là-dedans. C'est intéressant. Les sources d'approvisionnement sont importantes aussi. L'achat local, l'inciter, de d'abord regarder dans son cercle immédiat. Est-ce que j'ai la disponibilité des ressources dont j'ai besoin pour produire ou pas? Puis tranquillement, de voir peut-être que mon approche n'est pas la bonne aussi. En tout cas, il y a mille façons de réfléchir pour essayer de minimiser son impact, puis surtout avoir un impact positif à la fin. On est encore très faible au Québec là-dessus, probablement parce qu'on a toujours considéré que on a de l'espace, on peut se permettre encore de gaspiller, puis de surconsommer, puis apparemment, on est très bon en environnement, fait qu'on peut se calmer un petit peu, wink, François Legault. Oui, mais ça, c'est malheureusement faux, parce que dans le fond, ce qui nous sauve, c'est d'avoir une électricité qui n'est pas produite au charbon, effectivement, mais il reste que on a beaucoup de croûtes à manger pour atteindre les niveaux qui sont atteints en Europe actuellement. Puis, je trouve on a longtemps été des leaders. Puis comme, bon, on a fait notre part de leadership, là, on va être follower un peu. En tout cas, autre sujet. C'est quoi le frein numéro 1 que vous allez entendre dans votre domaine là, pour... Ouais, c'est super cool, j'aime beaucoup le discours, là, mais je suis pas sûr que je peux me permettre les actions. À part la perception que ça va coûter cher ou que ça va disrupter les travaux, hein, parce qu'on s'entend, c'est une transformation. Là. C'est ça. Les gens ont du mal à réfléchir autrement, justement, à briser cette espèce d'idée de rentabilité à tout prix et tout ça. Mais si on est capable de démontrer que, même économiquement, ça vaut la peine de le faire de cette façon-là,
parce qu'il y a des économies à réaliser. Oui, oui, oui. Absolument. Puis il y a aussi l'image qu'on projette. Pas le marketing, On c'est va en parler important. tantôt. Hein, mais fait que il y a beaucoup de gens qui vont vouloir profiter de l'image plus verte et plus... C'est temps de le faire pendant que c'est pas la norme. ben, c'est parce qu'on on voit qu'il y a des entreprises pour qui c'est des convictions profondes Oui. qui sont inscrites dans leur ADN d'une certaine façon, mais d'autres où c'est vraiment juste un outil marketing. Puis c'est pas Voilà. du tout la même approche, Non. parce qu'ils vont continuer à réfléchir encore de façon linéaire. Ben écoute, Ouais. j'arrive à la prochaine question, parce que l'environnement, le vent dans les voiles en ce moment. Depuis les années 90, ça s'en va en montant, évidemment, sauf quelques conspirationnistes. Mais c'est plus facile de dire qu'on fait quelque chose que de le faire. Et puis ça s'appelle du greenwashing. Comment Absolument. le combattre? Puis ça, greenwashing, hein, vous savez tous, là, c'est quelque chose qui dit que ça a été fait vert, mais que ça peut avoir un paquet d'autres conséquences qui ne sont absolument pas bonnes pour l'environnement. Genre, ça sert à quoi d'avoir quelque chose qui est poison pour l'environnement si c'est dans un contenant vert là, qui a été recyclé? C'est contradictoire Ouais. beaucoup. Là. C'est ça. Mais effectivement, tu vois, justement, le principe de l'économie circulaire, c'est que tu peux pas échapper à cette réalité-là de l'ensemble du cycle de vie d'un produit. Ouais. Donc, tu peux pas te permettre de faire du greenwashing si tu fais vraiment de l'économie circulaire, à mon sens. Tu te sentirais sale. Ben, c'est parce que tu vas te faire rattraper à un moment donné, ça va devenir évident. Tu sais, il y a comme on peut pas. Alors que, oui, c'est facile de dire, ben moi, j'ai mis tel élément vert dans mon produit, donc je sauve la face, ça va bien, je fais ce qu'il faut. Mais en même temps, j'ai pas changé ma façon de travailler, de réfléchir, de mettre en marché. Donc, puis si on est encore dans une ère de surconsommation et peut-être encore pire qu'avant, là, dans le sens qu'aujourd'hui, avec la fast fashion et tout ça, les vêtements que tu peux acheter pour presque rien, les gens surconsomment. Et puis tous ces produits-là, après ça, tous ces textiles-là, par exemple, là, ça en est un problème majeur, hein, les textiles. Qu'est-ce qu'on fait avec après? Avec toutes ces fibres-là mélangées avec du synthétique et tout, comment on fait pour arriver à les recycler, les récupérer, les réintroduire dans la chaîne de valeur? C'est très difficile. Et on a une petite partie qui l'est. Heureusement qu'on a un bon système de ressourcerie, friperie au Québec. Oui. Quand même. C'est déjà, c'est un premier, comment ça, la première barrière là, au gaspillage. C'est toutes les friperies, c'est ça, les renaissances de ce monde, les dons. Puis ça marche assez bien. En tout cas, moi j'en vois beaucoup ici, puis je les utilise comme je peux, mais on peut aller beaucoup plus loin. Mais là, c'est changer le système et les manières de penser. C'est plus une question, c'est plus tant le citoyen qui est là en ce moment. Non, puis là, les friperies, ils reçoivent des dons, ils reçoivent des tonnes et des tonnes de vêtements et tout ça. Ils vont remettre en marché une partie de ces vêtements-là, mais il y en a une bonne partie qu'ils ne pourront pas remettre en marché. Ils sont endommagés. Endommagés, tachés, quoi que ce soit. Donc, évidemment, trop usés. Fait que c'est sûr que ça finit par se retrouver. Bon, avant ça, on envoyait ça dans des conteneurs au Bangladesh ou ailleurs, là, mais c'est à un moment donné, ces marchés-là se ferment. On dompait ça dans les autres pays, puis c'était réglé? Ben oui, ça se faisait beaucoup, et ça se fait peut-être encore, mais moins, parce que veux pas, les marchés se ferment aussi à ça. Donc, les gens veulent moins de nos cochonneries. C'est pas une mauvaise affaire. Donc, il faudrait régler le problème chez nous. Mais le problème, il vient de partout aussi. Les gens achètent en ligne, ça vient de partout dans le monde. Puis, en bout de ligne, c'est des déchets qui se retrouvent ici au bout de... Ils ont porté ça 3 fois, c'est fini. C'est usé déjà parce que c'est de la scrap. C'est ça qui se passe. Fait qu'on se ramasse avec des tonnes et des tonnes de textiles dont on ne sait pas quoi faire. Il y a des moyens d'en recycler une partie, mais il reste que le premier problème, c'est la surconsommation. Absolument. C'est le déchet qu'on ne produit pas qui est le meilleur déchet, dans le fond. Oui, absolument. Imaginons une entreprise, au BNL ou pas, qui souhaite devenir plus circulaire. Comment on commence? C'est quoi le début? À part vous appeler, là. Ben, je pense qu'il y a beaucoup... c'est ça, il faut vraiment, dès le départ, il faut regarder dans quel type d'industrie, qu'est-ce qu'on développe, qu'est-ce qu'on crée,
Nécessairement, on consomme des ressources, puis on va produire des déchets d'une certaine façon, mais ici, dès le départ, mon but, c'est d'arriver à faire quelque chose qui va avoir le moins d'impact possible, mais toute la chaîne va être réfléchie en conséquence. OK. Donc, on va revoir la chaîne de production, de transformation, De définition, d'éco-conception, de tout ça, tu sais, fait que ça fait que le produit, comment il va être emballé, transporté, c'est d'abord à qui il s'adresse, qu'est-ce que la durée de vie du produit, ou encore là, ça dépend évidemment de ce que c'est, là, mais parce qu'il y a dans les produits plus durables, ben, si on prend par exemple l'électronique, on sait qu'il y a un problème parce que c'est conçu pour que ça devienne désuet rapidement. Oui. Ben oui. C'est pensé comme ça. Ouais. C'est encore légal. C'est encore légal parce que c'est ce qui a fait évoluer les systèmes et l'industrie et tout ça. C'est bon pour l'économie. Oui, mais par contre, il y a des déchets énormes qui sont produits, alors que beaucoup de ces appareils-là pourraient être réparés, réintroduits, mis à jour et finalement être encore très utiles. Mais s'il était conçu en plus dans cette idée-là, ça changerait tout. C'est clair. C'est clair. Est-ce qu'il y a des tendances émergentes en ce moment dans l'économie circulaire, des choses qui commencent là, à pointer, oh, ça, c'est l'avenir, là? Ben, je pense je pense que les gouvernements ont un rôle à jouer aussi là-dedans. Là. Il faut imposer des normes, des pénalités pour les contrevenants, qui fait qu'à un moment donné, économiquement, c'est plus possible de contourner les lois. Tu sais, ça devient comme... C'est d'abord l'enjeu économique qui est toujours le premier. Après coup, ben, si on finit par faire comprendre aux gens qu'ils ont des gains à faire en réfléchissant de la bonne façon, ben on va commencer à évoluer vraiment. Mais il y a un gros travail à faire parce que c'est sûr que toute notre économie est basée sur ça. On produit le plus possible, on vend le plus possible, puis on se soucie le moins possible de ce qui va arriver à la fin de vie des produits. Tu sais. On veut pas en avoir la responsabilité. Ce qu'on veut, c'est vendre le plus possible, puis d'avoir... Puis fait que cette mentalité-là, elle a plus de sens aujourd'hui. Si on continue comme ça, c'est sûr. On s'en rend compte des fois quand on voit certaines entreprises faire la morale aux gens qui consomment leurs produits. Hein? Quand tu vas acheter quelque chose au restaurant, là, puis please don't litter. OK? Regarde toutes les cochonneries que j'ai dans le sac. Y avait-tu moyen de faire ça autrement que de me dire de ne pas laisser traîner ça? Il y a une responsabilité aussi en amont. Il n'y a pas juste la personne qui achète, qui paye des frais, hein, des éco-frais. Oui, c'est sûr. En bout de ligne, le consommateur paye, c'est sûr. Il paye pour l'acheter, hein, en l'achetant, puis il va payer avec tout ce qui va se passer avec les problèmes environnementaux que ça va créer plus tard. Là. On y goûte, nous autres. On y goûte. Toi-même, qu'est-ce qui t'anime personnellement dans ce travail-là? Écoute, moi, j'ai eu un cheminement particulier. Disons que j'ai été dans le théâtre, comédien, metteur en scène, prof de théâtre pendant plus de 20 ans. Puis c'est vraiment l'idée de m'engager vers... je trouvais ça important quand j'enseignais le théâtre de dire à mes élèves qu'il fallait qu'ils soient conscients des enjeux de leur société, des enjeux environnementaux, de se sentir porteur de ces valeurs-là pour être capable, comme artiste, d'intervenir. Mais on peut le faire autrement. Puis j'ai fondé le Salon national de l'environnement en 2006, que j'ai dirigé pendant 5 ans. Ça a été une idée comme ça qui m'est venue en me disant comment ça qu'il n'y en a pas. D'abord. Puis tu t'es dit, je vais le faire. Ça, c'est très pirate, by the way, guys. Je l'ai fait. Génial. Je l'ai fait, puis ça s'est bien passé. J'avais fondé, je ne l'ai pas fait seul, bien entendu, mais on a fondé une coopérative de travail, puis mis sur pied un projet qu'on a réussi à aller chercher des commanditaires importants comme Hydro-Québec, la STM, et ainsi de suite. Fait que ça avait vraiment... Déjà, dès le départ, j'ai senti que c'était pertinent au moment où on l'a fait. Ça a duré 5 ans. Il y a eu la crise financière 2008-2009. Les commanditaires sont désistés. Quand il y a des crises financières, généralement,
la première affaire qui prend le bord, c'est l'environnement. Les valeurs, ça fait mal aux valeurs, hein? Oui, c'est Ouais, ça. ouais. Fait je l'ai vécu, on a dû arrêter après 5 éditions, mais quand même, ça a été un beau projet, mais qui m'a lancé aussi dans ce monde-là. Puis c'est comme ça que j'ai connu Écologique, que j'avais engagé OK. pour le salon. Ah! Le monde est petit comme ça, Ouais, c'est c'est ça. ça. Ah, OK. Ça fait que j'ai pu travailler. Je suis d'abord venu travailler 2 ans chez Écologique pour développer d'autres projets environnementaux, de sensibilisation, tout ça. Puis finalement, on n'a pas eu de subvention. C'est tombé mort. Je suis allé travailler ailleurs, chez Suicide Action Montréal à ce OK. moment-là. Puis je suis revenu à Écologique en tant que directeur général adjoint. À une époque où ça allait pas très bien pour l'organisation. On était vraiment dans un... C'est à ce moment-là qu'on s'est installé aussi sur la Rive-Sud, à OK. Boucherville. Ah, vous n'étiez pas à Boucherville avant? Non, c'était à Montréal. OK. Fait que là, j'ai pu, travailler à redresser les finances, relancer les activités. Puis, quand j'ai pris la direction générale, ben, on était déjà sur une bonne lancée. Mais là, depuis 3 ans, on est passé, en 2 ans, on est passé de 23 employés à 60 quelques, là. Soit on est rendu à 62, 63. Super. Donc, Est-ce qu'il y a eu des événements dans ta vie qui ont renforcé tes convictions comme ça? On parle évidemment de celles qui te propulsent au travail, là. c'est, ben, tu sais, j'ai des enfants. Mhm. Je vais bientôt être grand-père. Oh, félicitations! Fait que c'est quelque chose qui est important pour moi aussi de dire qu'on lègue une planète un peu plus responsable, un peu plus tu sais, durable, on espère. J'ai un garçon de 6 ans, puis bien à tous les jours, je me demande dans quel monde est-ce que je le laisse. Oui, Puis c'est ça. je suis en train tranquillement de l'amener à être consciencieux de ces choses-là, hein. D'ailleurs, très fier de lui, il y a eu un coupon à l'école du directeur qui vaut 6 coupons parce qu'il a ramené des déchets aux poubelles qui traînaient dans la cour d'école. Très fier de lui. Non, mais c'est bien. À 6 ans, c'est un bon départ. Oui, absolument. Absolument. Mais c'est ça, je pense qu'on a une responsabilité. Puis moi, je sais pas, je suis porté par ça en ce moment. J'ai l'impression d'être sur mon X plus que Ouais, c'est jamais ça, t'es dans dans ma ta zone de vie. génie, là. Là, j'ai Ouais. du fun. Super. On a de la place justement à créer, à innover, à trouver des nouvelles solutions, s'impliquer autrement. C'est un beau terrain de jeu, là. Oui. C'est- Puis, ben, surtout que il doit y en avoir d'autres organismes qui font à peu près la même chose, mais il en pleut pas. Donc, vous êtes tout le temps en train d'expérimenter, d'essayer des nouvelles choses, voir, pour avoir des meilleurs résultats. Ça, c'est super. C'est quoi le plus gros défi, par contre? Que toi, personnellement, ou pour l'organisme en ce moment, en 2025, avec tout ce qui se passe dans la sphère socio-économique, les tarifs, ceux qui croient pas en ça, les changements climatiques, c'est quoi les défis là-dedans? Parce qu'il doit en avoir en tabarnouche. Ah, ben, c'est sûr. Puis on veut, tu sais, on est pris des fois par le quotidien, tu sais, oui, on a des comptes à rendre, mais en même temps, nous, on travaille, on n'a pas de subvention de fonctionnement. On est vraiment un organisme entièrement autonome. Vous êtes bootstrappé complètement. On vit entièrement de nos services, Wow. de la vente de services. Donc, on a une certaine liberté d'action, mais en même temps, oui, tu as des comptes à rendre à tes clients, j'ai un CA, mais en même temps, je sens on a des choix à faire, puis il faut faire les bons, Ouais. puis être capable des fois de réfléchir en dehors de la boîte, pas se laisser enfermer dans un fonctionnement, être capable de continuer à voir plus grand, Enlever les œillères. enlever les œillères, c'est ça, tu sais, avoir qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre, de différent, de porteur, là, d'inspirant. Parce que si on perd la flamme, à un moment donné, ben, c'est ça. Il faut rester allumé, puis c'est la base, là, mais il reste que... En ce moment, tu sais, justement, on est dans une phase où je me dis, tout va bien, là, en ce moment, là. Enfin, on travaille fort, c'est pas facile, mais on réussit bien. Mais c'est là qu'il faut être encore plus vigilant. On peut pas s'asseoir sur le laurier. Non, jamais, jamais. OK. C'est ça. Très bien. Si tu avais... bon, nos fans, c'est généralement des gens typiques qui travaillent dans une entreprise privée qui, plus ou moins, vont voir un sens à leur travail, etc. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil pour avoir peut-être un impact plus important dans la façon dont leur entreprise utilise certaines ressources, recyclage, etc. Est-ce qu'il y a des moyens, tu penses, où un simple employé peut avoir un impact plus positif dans son entreprise? Ah ben oui, il y en a toujours, tu sais, parce que dans le fond,
faut se ramener à nos valeurs, puis à ce qu'on sait, en quoi on croit, puis c'est un peu, puis pas avoir peur de mettre ça de l'avant, puis de challenger les façons de faire, parce que des fois, on a pris des mauvais plis, puis on s'en rend plus ou moins compte, puis il y a quelqu'un qui vient nous le rappeler, hey, on n'est pas dans un organisme environnemental ici, là. Est-ce qu'on serait pas... C'est quoi cette affaire-là? Ok, bon, oui, t'as raison, faire attention. Tu sais, puis je pense à, tu sais, l'affaire de nos bacs de recyclage à nous, puis tout ça, tu sais, comment on gère tout ça? On est capable de faire des recommandations, il faut déjà prêcher par l'exemple. J'ai déjà un truc pour vous autres, les pirates, quand il y a un événement chez vous puis qu'il reste plein de bouffe, là, appelez un organisme qui récupère ça, donnez ça aux sans-abri, hein, quelque chose comme ça. Le gaspillage alimentaire, c'est un gros problème. Écoute, je ne comprends pas aujourd'hui, je sais que c'est déjà le cas en France, que les fruits et légumes, par exemple, qui sont invendus, ils peuvent être jetés. Qu'est-ce qu'on fait quoi? On va faire du lobbying? J'imagine. Il y a des, tu sais, c'est ça, il y a quand même maintenant des entreprises qui se développent justement pour récupérer peut-être des fruits invendables. Ils sont proactifs, mais les supermarchés ne sont pas obligés de le faire. Ce que tu disais tout à l'heure, hein, il faut faire des lois à un moment donné, parce que si on se fie juste à la bonne volonté des entreprises qui sont là pour extraire la valeur de tous et chacun, ça va faire pouit-pouit. Exact. C'est pour ça que tantôt je parlais de législation, de politique, comment est-ce qu'on fait pour imposer d'une certaine façon. Si ça coûtait 3 fois le prix pour enfouir des déchets, ben peut-être que déjà on en viendrait à être encore plus prudent, encore plus... il y a des façons de... En Europe, c'est ce qui se passe, hein, parce que veulent pas, ils n'ont plus d'espace, ils n'ont pas de place, ils peuvent pas enfouir les déchets. Bon, ça va être incinéré, ils ont d'autres façons de le traiter, mais... jusqu'à un certain point, ça coûte tellement cher traiter les déchets qu'il faut qu'ils trouvent d'autres solutions. C'est plus simple de ne pas avoir des déchets à traiter. C'est ça. Ouais. François Cormier, merci beaucoup. Ben, merci à toi. Si jamais il y a des gens qui veulent te contacter, poser des questions, avoir peut-être vos services, comment est-ce qu'on te contacte la manière la plus facile? Ben, on a notre site web, écologique.ca. Et sinon... T'es sur LinkedIn? Je t'ai contacté sur LinkedIn. Il y a beaucoup de nos fans qui sont sur LinkedIn ici. C'est ça, non, ben, on est assez facilement rejoignable. Facile à trouver. Écologique, ECHO, trait d'union, logique. C'est ça, pour le site internet, il n'y a pas le trait d'union. Il n'y a pas de trait d'union, ok. Sur le site internet, pour l'adresse internet. Pour l'adresse URL, excellent. Bon, ben merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je vous invite à écrire à François si vous avez des questions. Et on va te souhaiter bonne chance. J'espère que tous tes et vos ambitions seront réalisables pour 2025. On en a besoin. À Longueuil, spécialement, on est dans une bonne période en ce moment. On a une mairesse qui se soucie de ces choses-là. J'espère que... Je sais pas si vous parlez à la mairesse des fois. J'ai pas eu trop l'occasion, non. En plus, on est à Boucherville. Vous êtes à Boucherville, mais puis ça, c'est à côté. Non, je sais bien. C'est pas non. Mais on offre des services à certaines MRC. On a travaillé déjà pour la ville de Longueuil aussi, pour l'agglomération, pour faire des études, par exemple, des encombrants qui sont jetés sur les bords des routes. Ben, justement, j'en ai à mettre la prochaine fois. Merci beaucoup, François. Ça fait plaisir. Et les pirates, voilà. Si vous avez des questions que vous voulez envoyer à François, vous pouvez me les écrire à moi aussi, je vais lui communiquer. Donc, on se voit lors de la prochaine publication. François, bonne chance avec tout. Merci beaucoup.